Et salut à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Mais je peux pas vous montrer le biceps parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me voir. Je suis posé sur le bureau, je vais vous faire un suivi rapide de toutes mes fondations exotiques. Donc en gros, des colonies qui sont petites et qui sont exotiques, donc qui ne viennent pas de chez nous. Là, c'est toutes les colonies que j'ai en ce moment, du coup, qui respectent ces deux critères-là. Toutes les autres espèces exotiques que j'ai sont beaucoup plus développées et sont des colonies que je vais plutôt vous montrer dans des vlogs en baladant avec la caméra, etc. Parce que je peux plus déplacer leurs installations. Donc vous allez voir, il y a deux colonies que des abonnés m'ont données et ensuite c'est que des colonies qui viennent de mon partenaire Antenco. Donc comme d'habitude, vous avez les liens dans la description. Allez, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec cette colonie là, ce sont les Polyrachis dives et ça c'est un abonné qui me l'a donné. Donc on les voit super bien, c'est une espèce de fourmi qui est vraiment magnifique, perso je les adore, c'est une de mes préférées du moment. Elles ont des reflets un peu verdâtres, je sais pas si on les verra bien à la caméra, mais elles sont juste magnifiques. J'aime beaucoup la manière dont elles se déplacent aussi, et elles sont hyper actives. Là, il faut un truc qui est marrant, il me semble que la fourmi qui est au centre est une ouvrière qui est morte, j'ai l'impression. Vous savez quoi, on va vérifier. On va les embêter un peu pour vérifier. Bon, je fais pas ça à toutes les fourmis, mais là je sais que c'est une colonie que ça ne va pas vraiment embêter. On dirait qu'elle est vivante, hein. Alors c'est très bizarre, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe chez les colonies de fourmis, c'est qu'elles découpent les ouvrières qui sont mortes, en général, elles vont couper la tête ou les pattes ou quoi, mais là elles sont en train d'attaquer une ouvrière qui est vivante, et je trouve ça très bizarre, j'ai jamais observé ça avant chez cette colonie. Bon, passons, hein. Je saurais pas vous expliquer pourquoi elles font ça, peut-être qu'il y en a qui auront des petits indices en commentaire. Je vais fermer parce qu'elles arrivent super bien à passer l'anti-évasion. Et donc tout simplement pour vous donner le contexte, cette colonie je vous l'avais présentée dans une autre vidéo et je vous avais expliqué qu'elles serviront de remplaçantes pour les fourmis tisserandes que j'avais avant pour le très gros projet de terrarium que je prépare. Voilà, on va pas en reparler dans cette vidéo, j'ai fait pas mal d'épisodes dessus, mais vous aurez des nouvelles bientôt. Donc elles remplacent les fourmis tisserandes parce que ce sont une espèce qui tisse, elles vont utiliser leurs larves pour faire de la soie. Tout ce qu'on voit là, c'est pas de la saleté, c'est tout simplement de la soie. Elles en ont mis dans les tubes à essai, donc je zoome pour vous montrer un peu ça. Là, on avait une trophalaxie. Et on a deux reines. Donc là, il y en a une sur le côté, là. Hop, là où je pointe avec la pince. Et après, la deuxième, elle doit être par là dans le tube, mais je la vois pas. Elle doit être derrière la soie. Il n'y avait pas autant de soie dans ce tube-là avant. Mais en tout cas, c'est pas grave parce qu'on voit très bien celle-ci. Et je vous ferai des petits plans macro un peu rapprochés. Et donc on a pas mal de cocons, c'est une colonie qui est vraiment productive. C'est vrai que j'avais un ami qui m'a beaucoup aidé pour le développement de la chaîne, donc quand j'étais à mes débuts, qui avait une colonie de Polyrachis dives dans un énorme terrarium et la colonie déboîtait, elles étaient hyper actives, elles faisaient des nids énormes. Donc j'ai vraiment hâte de voir quand elles vont grandir un peu plus. Et c'est vrai que c'est plus résistant que les fourmis tisserandes, donc j'ai échoué l'élevage 3 fois. J'ai fait échouer 3 colonies, même voire plus. Donc c'était vraiment un enfer et j'ai décidé d'arrêter de changer un peu d'espèce parce qu'au bout d'un moment, j'aime bien m'acharner et refaire les espèces jusqu'à comprendre comment ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, là, sur cette espèce-là, j'en avais marre pour le moment. Et pour l'instant, je suis très content de ces Polyrachis. Donc voilà, je remercie encore une fois l'abonné qui me l'a donné. C'est une colonie qui est hyper active, qui se développe bien et qui pour les débuts s'élève très bien en tube à essai. Il faudra que je leur en rajoute un nouveau là bientôt parce que lui, il a bientôt plus d'eau. Et dès que je pourrai, on les mettra dans un joli terrarium planté avec distributeur d'eau automatique et voilà, sol bioactif, tout tralala, on va s'éclater, donc j'ai hâte de mettre ça en place. Cette aire de chasse, c'est une des seules où vous pouvez voir un peu de décor, quelques morceaux de feuilles parce que c'était l'ancien propriétaire qui les avait mis dedans. Donc voilà, quand je les ai récupérés, je ne l'ai pas enlevé, j'ai juste nettoyé régulièrement le surplus de déchets et nourri comme il faut, une fois par semaine. Comme d'hab, je vous rappelle que je laisse énormément les fourmis tranquilles jusqu'à presque les oublier, donc une fois par semaine, je viens, tac, j'enlève. Là, je vous montre avec celle-ci parce que je sais qu'elles sont pas hyper stressées. Je viens, je récupère toutes les carcasses qui ont été finies, qui ont séché. Je récupère les quelques fourmis mortes, tac. Je mets tout à la poubelle. Je nourris, je mets les gamelles. J'enlève les anciennes qui étaient sales. Et après, je ferme. Et là, tac, pendant une semaine, je les laisse tranquilles. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire nourrir qu'une fois par semaine une colonie de cette taille, c'est trop peu. C'est vrai. On pourrait les nourrir 2 fois par semaine, mais perso en général je fais plutôt une fois avec une très bonne quantité et ça leur suffit, ce qui fait que le reste du temps elles sont vraiment dans un calme plat. Je laisse le nid tout le temps dans le noir et c'est comme ça que j'ai vraiment beaucoup de développement avec mes colonies. Donc c'est ce que je fais, mais par contre le revers de la médaille, c'est qu'à force d'oublier ces fourmis et de les laisser vraiment tranquilles, on peut les oublier un peu trop longtemps sur certains points. Moi par exemple, j'ouvre pas tout le temps les nids quand je fais les entretiens pour éviter de les déranger pour rien. Et ce qui fait que vous allez voir que j'ai perdu une de mes colonies exotiques à cause de ça parce que je n'avais plus d'eau. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Maintenant, on passe à une deuxième colonie qu'un abonné m'a donnée. Donc ça, c'est un autre abonné, voilà, que je remercie aussi, à qui je fais une dédicace, il se reconnaîtra. Ce sont des Campotus aberreri. Et là, vous pouvez voir que c'est bien calme
parce que c'est hier que je les ai nourris. Et donc, chez les jeunes colonies, je ne cesse de vous le rappeler, mais quand elles ont bien mangé, elles vont se planquer et tu les verras plus jusqu'au moment où elles auront à nouveau faim. Tiens, on a une ouvrière là un peu seule qui se balade. Mais voilà, c'est tout à fait normal, surtout chez les jeunes colonies de Camponotus qui en général sont plutôt timides. Donc on va ouvrir un peu le nid, on va regarder ça de plus près. Regardez comme c'est joli. On a pas mal de monde, je vais me rapprocher. Alors là, l'avantage, c'est que vous allez très bien voir la reine. Normalement, si vous n'êtes pas bigleux, elle est juste là, vous l'avez déjà vu. Pas mal de couvains, pas mal d'ouvrières. Il faut savoir que quand je l'ai eu, j'avais à peine 2-3 ouvrières. Donc c'était le calme plat, c'était le néant. Je vous le rappelle encore une fois, mais quand tu as 2 ouvrières, c'est normal de ne jamais les voir dans l'aire de chasse. Elles vont en général plutôt sortir la nuit à des moments où tu ne les regardes pas. Parce qu'on se rend pas compte, mais une colonie qui a 2 ouvrières, qui en a même 20, qui en a même 50, dans la nature, elle serait hyper fragile. Et donc, quand tu marches, que ça fait des vibrations sur le sol, que les portes, elles s'ouvrent, elles se claquent, ou qu'elles entendent des voix à côté, etc., je te garantis que c'est pas ce moment-là qu'elles vont sortir manger. À part si tu as des fédoles ou une autre espèce vachement inquisitrice, comme on va voir un peu après. Mais en général, elles vont se tenir à carreau. Donc voilà, je suis passé de 2-3 ouvrières à environ une vingtaine. J'élève ça avec 2 tubes à essai. Donc pourquoi 2 tubes à essai? Tout simplement parce qu'au début, quand je les reçois, soit de mon partenaire, soit qu'on me les donne, elles ont un tube à essai dans lequel il reste de l'eau. Et au moment où il va se vider et qu'il va devenir sec, j'en ajoute tout simplement un deuxième par un moyen ou un autre. Donc là, par exemple, j'ai un kit d'élevage qui permet d'en connecter facilement, mais tu peux aussi directement le poser dans l'aire de chasse ou faire une jointure coton. Mais l'important, c'est de pouvoir vite leur remettre un tube à essai avec une réserve d'eau ou alors un nid fondation avec une réserve d'eau remplie aussi pour que jamais elles ne se retrouvent à court. Et donc, c'est pour ça que les colonies que vous voyez là, elles ont toutes 2 tubes à essai. Donc voilà. Donc pas énormément de choses à dire sur ces abeilleries, à part que de base il se passait rien, comme je vous ai dit c'était le néant, et que maintenant que j'ai un peu plus d'ouvrières, au moment de nourrir, il y a un peu plus d'activité, mais ça reste quand même discret. Ça dépend des jours, hein. Des fois elles sont quand même bien actives, elles se donnent un peu en spectacle, et des fois c'est un peu plus calme. Ça ressemble un peu à des Campotus nicobarensis, même si c'est quand même différent, mais leurs couleurs sont vraiment magnifiques. En tout cas c'est une super espèce qui est assez grande. Là c'est les premières générations, donc elles sont encore assez petites, mais sur les prochaines générations, on va avoir des ouvrières qui seront un peu plus balèzes, et c'est vraiment cool à observer. Donc voilà, très très belle espèce, ça s'élève comme beaucoup d'autres Campotus exotiques, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Si tu les laisses tranquilles, qu'elles ont assez de chaleur, qu'elles ont assez de protéines et qu'elles ont un peu d'humidité, en général ça se développe bien et ça va tout seul. Donc voilà, faut juste appliquer les basiques, les fondamentaux et ça roule tout seul. Alors, vous avez remarqué, si vous êtes un peu observateur, que tac, dans la plupart de ces installations qui sont pour des Camponotus, dans la gamelle de liquide sucré, il y a toujours un petit morceau de coton. Et c'est tout simplement pour éviter les noyades. Parce que là encore, c'est une Camponotus qui est un peu petite. C'est la Campotus chilensis. Donc à partir de maintenant, c'est des colonies qui viennent de chez Antenco. Elle, c'est vrai qu'elle est petite, donc elle peut bien se noyer. Mais les autres espèces qu'on a vues plus tôt étaient plutôt balèzes. On pourrait se dire, bon, elles vont pas se noyer. Et en fait, si, ça arrive parfois. Par exemple, les Campotus aberreri, au tout début, je leur avais donné une gamelle remplie avec un petit fond de liquide sucré. Et je crois que c'était même peut-être un mini drone. Donc je vais vous montrer. Donc en gros, c'est un truc comme ça. Et c'est, comme vous pouvez le voir, très peu profond. Donc normalement, pour une grosse fourmi, tu te dirais pas qu'elle va se noyer. Mais en fait, le liquide sucré, vu qu'il colle un peu, peut-être quand ça commence à fermenter, peut comme absorber la fourmi, et ce qui fait qu'elle va être bloquée dedans. Et donc, au tout début, avec les aberreries, j'avais oublié de vous raconter, mais j'avais perdu 1 ou 2 ouvrières comme ça de mes premières naissances. Ce qui aurait pu mettre, pour une colonie qui est toute petite, un coup au niveau du développement et me bloquer après sur le long terme. Donc heureusement c'est pas arrivé. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que je mets du coton dans toutes ces installations. Alors là on va ouvrir les tubes. Bon, je me suis loupé au premier essai, ce sera enlevé au montage, donc c'est pour ça que ça court un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est aussi un exemple clair de pourquoi il ne faut pas ouvrir son nid toutes les 5 minutes, parce que même si tu te loupes pas, bon bah voilà, tu fais des vibrations et tu les stresses. Donc, espèce venant du Chili, on le voit dans le nom, hein, c'est un peu transparent, Campotus chilensis, c'est un peu comme les Campotus floridanus qu'on va voir après, et elles sont juste trop cool. Ça a été pendant de longs mois très calme, je les ai quand même, elles ont fait une pause hivernale, donc ça fait depuis l'année dernière que je les ai. J'ai commencé, j'avais une reine seule il me semble, hein, donc j'ai vraiment commencé depuis le début. Et là je commence à avoir un peu des beaux médias ou des majors. Là-dessus je sais pas si c'est comme les Campotus nicobarensis et qu'il y a que des majors qui sont juste petits. Je pense qu'il y a des médias quand même, hein, je vois la différence. Donc on a les 3 cases je pense.
On a des petites ouvrières de caste qui commencent à apparaître, c'est vraiment très sympa. Et surtout, elles sont plutôt actives pour une jeune colonie de Camponotus. Ça mange bien, ça sort bien dans l'aire de chasse. C'est vraiment top, elles sont plus trop farouches maintenant, elles s'en foutent, hein. On peut voir qu'il y en a plein qui courent. Alors il y a aussi le stress, parce que j'ai ouvert, mais habituellement quand elles sont pas stressées, c'est un peu pareil. Elles courent juste un peu moins vite, vous doutez bien. Mais j'ai toujours 5-6 fourmis dans l'aire de chasse en train de fourrager. Voilà, donc hier on leur a donné 2 belles petites proies. Leur petite gamelle à liquide sucré, ça mange bien. Elles rangent bien leurs déchets aussi. Vous voyez que ces Camponotus, elles sont toutes assez propres, hein. Elles me font des beaux tas bien rangés. Donc on en a un dans le coin là, tac. On en a un au fond là-bas. Et puis on a les déchets après qui sont en plein milieu, qu'il faut enlever. Mais voilà, j'ai pas énormément de choses de plus à dire. C'est vrai que je me contente d'appliquer les fondamentaux, de les laisser tranquilles le reste du temps quand je suis hors des nourrissages. Je profite d'un nourrissage pour nettoyer rapidement, pour éviter de faire 2 moments où je les stresse. Ça fait qu'il y a un seul moment où elles sont stressées. Et après, vu que le reste du temps elles sont tranquilles, ben, ça redescend vite. Faut savoir que vraiment, le stress qui est accumulé sur le long terme pour une colonie de fourmis, c'est une des plus grandes causes de mortalité. Et voilà, c'est un truc qui fait que tu foires ton élevage. Donc vraiment important de leur donner des conditions très stables en termes de paramètres d'élevage, mais aussi de tranquillité. Donc voilà, on a plein de couvains, plein de cocons. C'est une colonie qui est au top. J'ai hâte de la voir grandir un peu plus que ça, voir un peu ce que ça donne. Mis à part le fait que ça prend du temps et que c'est sur le long terme, j'ai pas de grosses difficultés à avoir des colonies de Camponotus qui sont matures. Alors maintenant, pour changer, on a une autre colonie de Camponotus exotiques. Donc ce sont les Camponotus discolores. Très très belles fourmis, on dirait un peu des mini Camponotus floridanus. Elles sont un peu plus petites, mais elles sont rouges bien vifs. Elles ont des très très belles couleurs. Et c'est comme les Chilensis qu'on a vu avant maintenant, elles sont super actives. Donc je vais descendre une petite lampe, on va pas rester longtemps parce que ça va vraiment chauffer tout, mais pour que vous les voyez bien. Donc voilà, vous voyez un même paramètre d'élevage pour toutes mes Camponotus exotiques, elles ont à peu près la même température, à peu près le même paramètre d'humidité. Tiens là je vois que j'ai mal remis mon tac, vu que je l'ai déplacé, j'ai mal remis. Donc ça je mets ça en fait, c'est un truc que j'imprime en 3D, que je fais moi-même. D'ailleurs il y a les fichiers qui sont en téléchargement gratuit si vous les voulez, si vous avez des aires de chasse comme ça. Ça permet d'avoir un fond pour mieux voir les fourmis parce que si ton bureau il est noir ou quoi, tu vas pas bien les voir se déplacer dans tes aires de chasse. Et donc comme d'habitude je pars dans tous les sens, mais c'est une colonie qui, comme les Camponotus chilensis, maintenant que j'ai dépassé un certain stade, elles sont super actives. J'ai tout le temps des ouvrières qui se baladent dans l'aire de chasse, qui sont en train de fourrager. Si j'ai pas d'anti-évasion là-haut, elles vont essayer de se barrer. Donc voilà, c'est assez cool. On a leur tube à essai qui est ici. Et là, vous avez 3 secondes pour trouver l'erreur. Allez, j'essaie de vous caler la lumière. Là, je m'en sors pas pour tourner la vidéo. Donc, vous avez 3 secondes pour trouver l'erreur sur cette installation. Qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui fait que là, bientôt, les fourmis vont mourir si je fais rien. Bon, c'est facile, hein, normalement, c'est que la réserve d'eau est vide, le coton est encore un peu humide, mais ça va pas durer longtemps. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai relié le tube à essai à une aire de chasse avec un adaptateur. Ça peut marcher aussi juste en mettant du coton autour du tuyau souple. Et donc, pour pallier à ce problème, j'ai mis plus loin un nid double tube avec des réserves d'eau pleine. Elles ont commencé à installer un peu de couvain dedans, il faudra leur laisser le temps de déménager en entier. Et quand il y aura la reine et la plupart du couvain, on pourra enlever le tube qui est là-bas. Alors le mieux pour un déménagement, le plus simple, ça aurait été, enfin le plus rapide pour qu'elle se barre de l'ancien nid, l'ancien tube, ça aurait été de connecter un truc en réseau où l'ancien tube à essai des fourmis passe dans ce nouveau nid qui lui amène à l'aire de chasse. Et là, c'est un peu plus simple. Mais bon, traverser l'aire de chasse comme ça pour déménager, ça les dérange pas. Ça peut juste prendre un peu plus de temps. Donc voilà, colonie qui se développe bien. J'ai une installation qui est très simple. Vous voyez que je garde à chaque fois des aires de chasse qui sont vides. Je prends soit des tubes à essai, soit des nids fondations. Mais je fais en sorte que tout soit très simple pour faciliter les nettoyages, les entretiens, pour repérer facilement aussi s'il y a plein de fourmis qui meurent ou s'il y a un problème quelconque. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses de plus à dire aussi. C'est vraiment assez simple, encore une fois, quand tu appliques les basiques, que tu es patient et que voilà, tu fais les bons paramètres qu'il faut pour ta colonie. Les Camponotus exotiques, c'est pas sorcier, hein. C'est vraiment pas hyper compliqué comparé par exemple à des ponérines ou quoi. Ça se maîtrise assez facilement dès que tu as un peu d'expérience. Ensuite, on a 2 autres colonies de Camponotus exotiques que vous connaissez bien sur la chaîne. Donc ce nid-là, alors, par où commencer? Bon déjà, ce sont les Camponotus floridanus que vous connaissez bien. Et si vous regardez la chaîne depuis longtemps, ce nid vous le connaissez parce que j'ai une colonie de Camponotus floridanus qui est juste énorme, qui est dans un très grand terrarium. Et je vous le donne en exclusivité parce que alors je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore annoncé, mais la colonie vient de devenir mature. Mais j'avais commencé ma colonie qui est mature et qui est énorme dans ce nid-là. Puis après, plus tard, j'ai relancé des colonies de floridanus que pareil, Antenco m'avait envoyé en reine seule. Je les avais commencé à rendre depuis le début. Et ce qui fait que je les ai remises dans le même nid
dans le but, quand il sera plein, de le faire gagner à l'un d'entre vous sur mes réseaux sociaux, donc sûrement sur mon Instagram, on verra ça plus tard. Mais donc colonie qui se développe très bien, vous voyez que j'ai pas mal de couvains. Alors j'ai eu un problème avec elle un moment, je ne sais pas d'où ça vient, je pense qu'il y a dû avoir un manque d'humidité un moment parce que j'ai pas de réserve d'eau, je dois remplir ça moi-même par le petit trou qu'il y a là chaque semaine, donc à un moment j'ai peut-être oublié ou quoi, ça peut m'arriver. Et ce qui fait que j'ai eu peut-être les 3 quarts de la colonie qui sont mortes et ça a vachement freiné mon développement. Mais bon, c'est des Campotus floridanus, ça se développe très vite, ce qui fait que malgré ça, en continuant à appliquer les bases et en veillant à ce que tous les paramètres soient ok, la colonie est repartie assez vite et j'ai plein de couvains. Donc je sais pas si on la verra bien. On a la reine qui est juste là. Je vous ferai des plans de plus près, voilà, on mettra des petits plans de coupe, ce sera un peu plus simple. Mais donc voilà, on a la reine qui est posée sur son couvain. Vu que c'est un nid que je laisse à la lumière ambiante, elle se met dans un coin parce que c'est un peu plus sombre. Et ensuite, on a une petite aire de chasse que je vais devoir agrandir bientôt parce que alors là, on va se marrer un peu. J'ai un peu d'anti-évasion dessus, mais le rebord est tellement fin qu'avec cette colonie là, ça marche plus du tout, hein. Elles arrivent souvent à passer. Donc tu vois, dès que j'ouvre, ça va s'exciter un peu. Là, je vais leur remettre du liquide sucré aujourd'hui parce qu'elles ont vraiment tout fini, elles ont besoin d'un peu plus. Donc là, je vais vraiment devoir leur mettre une aire de chasse un peu plus grande pour nourrir dans des bonnes conditions. Donc comme d'hab, je vous mettrai les petits plans de coupe pour vous montrer comment elle mange bien. C'est une colonie qui est très vorace malgré sa petite taille. Et aussi, vu que j'avais mis un nid un peu trop grand, ce qui s'est passé, hein, ça c'est l'erreur de base, mais je me le suis permis avec cette colonie là parce que c'est un nid qui fait qu'une seule pièce et c'est une colonie qui a un développement vraiment explosif. Mais elles m'ont mis un tas de déchets directement dans l'intérieur du nid et ça c'est vrai que c'est pas bon, c'est à surveiller et c'est de ma faute, hein. C'est tout simplement parce que j'aurais mis direct un nid un peu grand. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire dessus. Il faut garder en tête que les Campotus floridanus ça s'élève en nid sec, donc toujours un abreuvoir à eau, toujours une source d'humidité présente dans l'aire de chasse pour leur permettre de s'hydrater facilement. Et vu que ça se développe vite, il faut penser à leur donner pas mal de protéines pour assurer la bonne croissance du couvain. Donc là ensuite on a une autre install avec pareil les Campotus floridanus que j'ai lancé en même temps que la colonie qu'on a vu juste avant. C'est un terrarium que vend Tenco, on va en parler un peu après de l'installation si ça vous intéresse. Je sais que elle, quand vous la voyez en vidéo, souvent vous me demandez, donc je vais vous la présenter rapidement. Mais d'abord on va parler de la colonie. Donc je l'ai commencé en reine seule, exactement comme l'autre. Mais comparé à l'autre, cette colonie a stagné pendant très longtemps. La reine qu'on ne voit pas ici parce qu'elle est planquée, on va en discuter après, avait mis pendant longtemps des mâles au monde et ne se développait pas jusqu'à un jour, après peut-être 4-5 mois, à nourrir la reine parce qu'elle n'avait plus de réserve. En fait, une reine seule Campotus floridanus, normalement on ne la nourrit pas, mais vu qu'elle avait mis au monde que des mâles et qu'elle ne devait plus avoir de réserve, je m'étais mis à la nourrir chaque semaine dans une petite aire de chasse. Et ça a duré longtemps, elle partait pas, mais un jour, elle a réussi à avoir des premières ouvrières parce qu'elle avait aussi mis au monde des ouvrières handicapées, il me semble. Et un jour, j'ai eu des ouvrières viables et à partir de là, la colonie, après, elle a explosé et j'ai vraiment beaucoup d'individus, donc je sais pas si ça se verra parce que beaucoup sont cachés dans l'espèce de bloc qu'il y a là-bas au fond, mais c'est une colonie en tout cas qui est très productive et très active, elle mange vraiment beaucoup. Là, elles se sont planquées parce qu'elles ont eu un petit coup de stress. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'elles sortent tout le couvain et parfois la reine et elles habitent autour des abreuvoirs à eau. Sauf que là, lui, il était quasiment vide, donc j'ai foutu mes grosses mains dans le terrarium, je l'ai déplacé pour pouvoir en mettre un nouveau. Et ça leur a mis un petit coup de stress qui fait qu'elles sont replanquées là-dedans. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, elles étaient dans leur tube à essai de base dans lequel j'ai galéré à les faire partir. Et dès que la colonie a commencé à exploser, j'ai posé le tube à essai directement dans le terrarium pour qu'elles aient plus de place. Et elles ont décidé d'aller s'installer directement dans la réserve d'eau du terrarium qui est là-bas. C'est pour ça qu'il y a un petit tuyau plastique, ça sert à humidifier le tout. Alors qu'il y a une boîte avec des tubes à essai, elles en veulent pas s'installer dedans. Donc voilà, même paramètres d'élevage, chaleur, abreuvoir à eau constamment, pas mal d'insectes, pas mal de liquide sucré, insectes frais, toujours morts pour pas ajouter du stress à la colonie inutilement et ça se développe super bien. Elles aiment bien parfois me mettre les déchets en haut des abreuvoirs, on peut le voir ici, elles ont mis une espèce de fourmi morte parce que ça fait comme une gamelle et parfois quand il y a un mangeoire, les fourmis le remplissent de déchets mais sinon elles ont fait le dépotoir ici à côté de leur ancien tube à essai. Alors là je pense que vous verrez les fourmis qui se déplacent autour des entrées de cette boîte à humidification qu'elles utilisent comme nid. Et puis ensuite, voilà à quoi ressemble l'installation de loin. Donc, c'est un terrarium plexiglas imprimé en 3D qui est noir. Il est très joli, très stylé, on a une bonne visibilité dedans. Mais il y a deux problèmes, moi, je trouve, à ce terrarium qu'il faudrait améliorer. Alors, c'est rien, il faudrait juste, je pense, faire une petite V2. C'est déjà que le fait que tout soit noir, on voit pas bien les fourmis. Donc, moi, je me suis créé une espèce de base imprimée
en 3D qui est blanche pour qu'elle ressorte bien. J'aime bien moi quand je crée des choses imprimées en 3D, utiliser des couleurs qui sont très claires pour permettre une meilleure visibilité. Donc ça c'est un détail, mais après c'est pas très important parce que c'est vrai que si tu décores ton terrarium en mettant du substrat ou quoi, tu n'auras pas ce problème. Après sur les plantes, tu vois super bien les fourmis explorer, tu vois super bien sur cette espèce de fond en paille là, je sais pas ce que c'est exactement. On a aussi une espèce de gamelle intégrée là juste là, donc on peut, moi j'aime bien poser les petits abreuvoirs dessus ou les gamelles, au moins elles mangent en hauteur. T'as le couvercle en plexiglas qui est vachement pratique parce que tu peux mettre de l'anti-évasion, ouvrir ça, il est assez solide, assez épais, et si tu veux plus de place, tu peux juste ouvrir, tu vois, directement entièrement. Et en fait, le principal défaut de ce terrarium que moi je trouve, c'est la boîte à tubes, parce qu'ici il y a les tubes à essai. Et je trouve qu'elle est hyper bien pensée. Hop, ce cache là avec cette glissière, il est top. Mais déjà, un principal problème, c'est que c'est dans le noir. Donc pareil, moi tu vois, je me suis imprimé cette plaque blanche pour qu'on voit bien les tubes à essai. Donc ça, c'est des idées. Je pense que le créateur pour les intégrer ou les refaire à sa sauce. Parce que sinon on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et les tubes à essai, il faut savoir qu'on ne peut pas les enlever. Donc tu les reçois, ils sont remplis d'eau. Tu as par contre un super système qui est des bouchons de liège à l'entrée pour pouvoir les fermer. Ce qui fait que tu n'en ouvres que un ou deux quand ta colonie elle est petite. Mais tu peux pas enlever les tubes à essai pour remettre de l'eau quand ils sont vides. Et ça, je trouve que c'est un problème. C'est vraiment dommage parce que même quand tu le dévisses avant de mettre ta colonie dedans, bah en fait, c'est collé avec de la glu, ce qui fait que tu peux pas les enlever. Donc ça, je trouve ça dommage. Surtout que ça aurait été très facile de faire un système de glissière ici qui permet d'enlever les tubes à essai. Comme celui qui les met dans le noir, c'est vraiment très simple. Donc voilà, le créateur du terrarium, je pense que ça peut être intéressant pour toi de prendre ce retour-là en compte. Mais en tout cas, c'est des critiques constructives pour l'améliorer parce que ce produit, il est top. Il est vraiment super, tu as de la place dedans, en plus c'est en hauteur, ça peut être vraiment cool pour des fourmis comme les fourmis qui se rendent, etc. Et voilà, il est très joli, c'est vrai que moi j'ai plein d'installs différentes et elles souvent les abonnés la remarquent. Alors que c'est vrai que moi en général je préfère élever dans des setups qui sont un peu plus neutres où il n'y a pas trop de décor pour pouvoir nettoyer plus facilement. Mais c'est vrai qu'il y en a plein parmi vous qui veulent quelque chose d'un peu décoré, un peu plus original, un peu plus joli. Et là clairement ça tu le vois bien dans un salon bien installé en te mettant une petite lumière au-dessus, un petit minuteur pour... tu sais que ça s'active tout seul tous les jours et avoir un petit cycle jour-nuit pour toi pouvoir bien les observer. Donc c'est une install qui est top, qui a vraiment énormément de potentiel, mais qui mériterait une petite amélioration sur la couleur du fond. Mais en vrai ça c'est pas le plus grave parce que tu mets un décor, mais surtout sur le truc pour pouvoir enlever les tubes et l'intérieur de la boîte à tubes pour pouvoir bien voir dedans. Mais en tout cas c'est top et vous pouvez voir que la colonie s'y plaît bien. Tac. Elles ont vraiment pas mal d'espace. C'est hyper important, je vous le dis souvent, d'avoir une aire de chasse la plus grande possible, peu importe la taille de votre colonie. Même si vous avez 5 ouvrières, une grande aire de chasse c'est toujours mieux pour pouvoir entretenir plus facilement, poser les gamètes plus facilement. Et bon, dès que ta colonie se développe et que tu as plein d'ouvrières partout, plus elle est grande, plus elles sont diluées dedans et mieux c'est pour l'entretien et aussi pour leur filer de la place tout simplement pour fourrager. Alors qu'au contraire, ton nid, il faut qu'il soit toujours de taille adaptée à la colonie. Alors désolé, je me répète au fil de ces vidéos, mais c'est vrai que je continue à voir ces erreurs-là tous les jours, donc je suis obligé de vous les rappeler tous les jours. Et enfin, la dernière connerie que j'ai fait, vous savez que je fais beaucoup de conneries sur la chaîne, moi c'est comme ça que j'ai construit mon expérience, que je suis devenu aussi bon dans l'élevage de fourmis, que je peux aussi bien vous conseiller, c'est que j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, et des fois les erreurs bêtes que je connais et dont je vous parle tout le temps, je les répète moi-même. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tac! J'avais une super colonie de Crématogaster stoli, donc une petite espèce de fourmi qui vit dans le bois et qui vient de Guadeloupe, qui était magnifique. La colonie était super bien partie, comme vous voyez j'avais plein d'individus et je l'ai tout simplement perdue en entier. Donc quand j'ai voulu vous tourner les images de suivi, je les ai nourris et je me suis dit c'est bizarre cette semaine, il n'y a personne qui sort, c'est quand même bizarre, je vais ouvrir le nid. Et dans ma tête, j'étais persuadé que toutes mes fourmis avaient de l'eau dans les tubes et je n'avais pas remarqué que elles, je leur avais mis qu'un tube à essai, qui avait sûrement une réserve d'eau, enfin c'était sûr qu'il y avait une réserve d'eau qui était quasiment vide. Et ce qui s'est passé, c'est que la colonie est morte de déshydratation. Donc voilà, ça c'est un truc qui arrive souvent en été. T'as pas d'abreuvoir à eau, t'as ton tube à essai qui est vide, et tu perds ta colonie bêtement parce qu'elle s'est déshydratée avec la chaleur. Vaut mieux qu'elle manque un peu de nourriture plutôt qu'elle manque d'eau parce que manquer d'eau, c'est toujours fatal pour ta colonie. Donc voilà, quelque chose de très simple, ça aurait été avant que ça se vide, ajouter un deuxième tube à essai avec une réserve d'eau remplie, même si ça aurait été un chouïa grand, c'est pas grave, elles auront moins eu de l'humidité, ou alors tout simplement mettre un abreuvoir, là j'aurais pu en connecter un par là ou quoi. Donc voilà, une erreur bête qui m'a fait perdre une belle colonie qui avait beaucoup de potentiel, donc je suis un peu dégoûté, mais bon voilà, ça permet de vous le remontrer encore une fois, de rappuyer là-dessus. Donc voilà, un peu dégoûté, donc je voulais vous montrer ça pour vous dire que c'était la fin de l'aventure pour ces petites Crématogaster qu'en plus j'avais commencé à élever en Red Sol et qui partait super bien, voilà, qui allait vraiment faire une belle colonie.
Donc voilà, c'est les choses qui arrivent. On finit la vidéo là-dessus. Rappelez-vous, on applique bien les bases, on fait attention, on vérifie plusieurs fois par semaine que ces fourmis ont de l'eau sans les déranger. Et ça devrait aller tout seul. Vous devriez avoir en quelques mois une belle petite colonie en bonne santé. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Gigafourmi et j'espère que cette petite vidéo tournée simplement vous a plu. Désolé, il y a un peu moins de vidéos en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos un peu compliquées, donc on va plus faire des vidéos simples comme ça et des vlogs. Allez, à la prochaine.